Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo un peu particulière où je vais vous montrer les images de mon tout premier appontage. Et c'était sur un porte-avions américain, l'USS Harry S. Truman. Et ça remonte un petit peu parce que c'était en décembre 2009. Je vous l'avais promis pour le passage des 30 000 followers. On vient de passer 30 000 followers, donc merci à tous. Ça fait 10 semaines que j'ai lancé la chaîne avec pour vocation de vous aérer pendant le confinement. Vu comme ça a pris, on continue encore un petit peu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer avec la cloche, comme ça vous savez quand je fais de nouvelles vidéos. Et sans plus attendre, eh bien c'est parti, jingle! Alors pour ceux d'entre vous qui ont vu certains reportages d'il y a quelques années sur le cursus de pilote de chasse de la marine, vous avez sûrement vu cette vidéo. Au sol, le travail continue. Dans la salle de débriefing, Pierre-Henri visionne un enregistrement du vol qu'il vient d'effectuer. Et après chaque vol, en règle générale, on regarde la vidéo de manière à voir ce qu'on a fait, se rappeler comment ça s'est passé pendant le vol et essayer de trouver des choses dont on ne se serait pas rendu compte pendant le vol, histoire de s'améliorer. L'idée, c'est vraiment à chaque vol d'être meilleur qu'au vol précédent. Alors oui, j'étais déjà un petit peu à fond sur le débriefing. Le débrief, c'est un peu mon truc. D'ailleurs, merci. Mon livre qui s'appelle Débrief est best-selling depuis maintenant 40 jours quasiment sur Amazon France en catégorie leadership. Donc c'est super, c'est que ça plaît. On va réussir à amener la culture du débriefing partout en développement personnel et dans l'entreprise. Donc tant mieux parce que ça fonctionne très bien. Mais ce que montre vraiment ce reportage, c'est ma préparation pour mon premier appontage. Pour se préparer à apponter pour de vrai, Pierre-Henri pratique l'appontage simulé sur piste. Dans cet exercice, un dessin au début de piste représente la taille du porte-avions. Alors le premier appontage se fait sur T-45C, le Goshawk. Le Goshawk c'est quoi? C'est un Hawk, avion anglais, utilisé d'ailleurs par les Red Arrows, même utilisé en instruction par la RCAF, la RCAF, la Royal Canadian Air Force. C'est un avion de conception britannique qui a été repris et fabriqué sous licence par Boeing, avec une version légèrement différente, des aérofreins placés à un endroit différent, une motorisation différente, une crosse, bref, ils ont un petit peu tout changé, mais à la base, la structure, c'est un Hawk version américain. Donc le T pour Trainer, 45 c'est son numéro Goshawk, la version C, celle que j'ai eu la chance de piloter à Meridian, Mississippi, alors que j'étais affecté au VT-7. Le VT, c'est l'escadron d'entraînement numéro 7, VT-7. Eh bien, c'est avec ça qu'on est parti pour la première fois à ponter. C'est un biplace. On est habitué à voler avec un instructeur généralement en place arrière, pas toujours, des fois il est en place avant, mais généralement il est en place arrière. Néanmoins, la petite surprise du chef, c'est que pour votre premier appontage, il y en aura 10 à faire, ainsi que 2 touch and go, toucher et repartir sans sortir la crosse pour être qualifié à l'appontage. Et bien la surprise du chef, c'est qu'il n'y a pas d'instructeur pour votre qualif à l'appontage. Vous y allez tout seul, comme un grand, dès la première fois. On t'a filé tous les conseils qu'on pouvait. Maintenant, passe à l'action. Ouais, c'est un petit peu ça l'ambiance. Il faut y aller, il faut se lancer. Nous, c'était au large de la Floride, de Jacksonville en Floride. Et je vais pas, dans cette vidéo, vous expliquer la technique d'appontage. Les FCLP, c'est l'équivalent français des ASSP, appontage simulé sur piste. On va rentrer directement dans le sujet, on va regarder l'appontage et puis derrière je vous ferai des vidéos plus précises sur comment se passent les ASSP, comment se passe l'appontage de manière précise. Je vais néanmoins vous donner un petit peu les bases sur le tour de piste, le circuit d'appontage dans la marine. Donc le circuit d'appontage, comment ça se passe? Vous arrivez initialement avec votre avion, ça c'est un F-18, donc là dans notre cas c'est un T-45, vous êtes une patrouille de plusieurs et vous arrivez au break, donc initialement à 3 nautiques, 5 km, 800 pieds, entre 250 et 300 nœuds. Vous venez passer la verticale du bateau, tous les avions sont en patrouille serrée. On regarde le porte-avions sur notre gauche. Et là, eh bien, le leader va partir au break à 60 degrés d'inclinaison. 15 secondes après, le numéro 2 va partir. 15 secondes, le numéro 3, et ainsi de suite. Et ça part, et ça part, et ça part. Et chacun va tourner en ce qu'on appelle la downwind, la vente arrière. Donc à ce moment-là, vous sortez la crosse. Vous êtes plein réduit avec les aérofreins, ça réduit. Vous venez chercher la vente arrière où vous vous configurez. L'objectif de la vente arrière, c'est d'avoir le train, les volets, la crosse et les actions vitales effectuées. Quand vous êtes en vente arrière, vous êtes donc retourné de 180 degrés par rapport à votre break. Vous êtes maintenant en train de vous préparer à faire votre dernier virage. Vous êtes descendu à 600 pieds.
600 pieds par rapport à la mer. Vous allez vérifier votre vitesse, vérifier que l'incidence, parce qu'on travaille l'incidence, est cohérente avec votre masse et votre vitesse. Ça permet de vérifier que l'incidence mètre n'a pas de souci. Vous faites votre checklist à atterrissage, à pontage. Dans ce cas-là, il y a des petites subtilités, notamment au niveau des freins, des systèmes anti-skid, des choses comme ça. Vous vérifiez que vous êtes bien trimé. On aime bien pouvoir lâcher le manche, s'assurer que l'avion est bien trimé on speed, à la bonne incidence. Si on lâche le manche, il va quasiment réussir à tenir la bonne incidence. Une fois qu'on est à travers la plateforme des officiers d'appontage, ce qu'on appelle le beam, là, fonction du vent en mer et de la vitesse du porte-avions, on part de suite ou on attend peut-être un tout petit peu, et on part en virage, on a à peu près 27,5, 28,5, 28, 30 degrés d'inclinaison, on part en virage et on vient légèrement descendre à 200-300 pieds variaux, et on est parti pour 90 degrés de virage quasiment aux instruments, sans vraiment regarder dehors, on vient progressivement augmenter notre taux de chute. Initialement, donc on a un variomètre. Donc on a une vitesse verticale qui est nulle en vente arrière, puis on vient chercher au début jusqu'à à peu près 60-70 mètres par minute de taux de chute. On arrive au point 90, là on peut commencer à regarder dehors, on regarde où est le bateau, on doit être à 450 pieds, on vient ajuster notre inclinaison pour pouvoir bien s'aligner avec le bateau, et on continue, on arrive à ce qu'on appelle le point 45, là on doit être au-dessus de 325 pieds, si on ne voit pas la boule, le miroir d'appontage dont je parle dans d'autres vidéos, c'est notre aide à l'appontage. Eh bien, si on ne l'a pas en visuel, il faut arrêter de descendre à peu près à 300 pieds. Là, on l'a, du coup, on va pouvoir faire notre message à radio, ce qu'on appelle le call the ball, appelle la boule, tu vois la boule, tu l'annonces aux officiers d'appontage. Officiers d'appontage qui sont des instructeurs et des pilotes expérimentés qui sont eux à l'arrière du bateau et qui sont là pour garantir la sécurité et nous aider. Et là, on se retrouve en finale pour environ 12 à 18 secondes de finale, où on va essayer justement de piloter cette référence lumineuse, rester sur le bon plan de descente. Et là, ce qui va être important, c'est en premier lieu l'alignement, ensuite être à la bonne incidence, parce que qui dit incidence dit position de la crosse, c'est très important, j'explique dans d'autres vidéos. Et derrière, le bon plan de descente. Donc c'est alignement, incidence et la bonne pente. Donc voilà. Une fois qu'on arrive et qu'on touche le pont, là c'est très important, on met plein gaz. On met toujours plein gaz, pourquoi? Parce que au niveau d'un moteur à réaction, il y a ce qu'on appelle le spool-up time, ça met du temps à vous redonner la pleine puissance. Donc on veut en aucun cas perdre du temps. Au moment où on touche, on met plein gaz, comme ça si on n'arrive pas à accrocher un des 4 brins d'arrêt sur porte-avions américain, 3 bras sur porte-avions français, eh bien on va avoir assez de puissance pour pouvoir revoler en sortie de pont en n'ayant rien accroché. Si vous ne mettez pas plein gaz de suite, il est possible que vous n'ayez pas assez de poussée au niveau du réacteur pour pouvoir voler en cas de non-accrochage du brin. Donc c'est indispensable de bien le faire. Donc au résumé, pour mon premier appontage, on est parti de Jacksonville, on s'est présenté au break, on a fait un circuit, on a fait un touch and go. Après le touch and go, normalement c'est 2 touch and go, mais ce jour-là ils ont dit non, vous appontez de suite, sortez la crosse, et là il fallait venir se présenter et apponter directement. On va donc regarder ce que ça donne en image. C'est parti, là c'est l'enregistrement, il est assez tard, au final on est parti en fin d'après-midi. Your interval is a beam, ça veut dire votre intervalle est travers. Donc là, qu'est-ce qu'on voit dans le HUD du T45? 294 nœuds, ça fait Mach 0,45. On est à 1 G, 10 degrés d'alpha, c'est l'incidence. Notre vitesse seule est 316 nœuds, c'est-à-dire qu'on a un peu de vent arrière. On est au cap 0,22, 780 pieds d'après le calage qu'on a mis dans l'avion. 840 pieds radiosonde, R c'est pour le radiosonde. Ça, c'est notre vitesse verticale en légère montée. Un nautique 6 du taquant du porte-avions. Ça, c'est le temps qu'il nous faudrait pour rejoindre la verticale. Et là, ça nous donne une idée de l'inclinaison. Donc voilà, avec ça, on sait tout ce qu'il y a à savoir. 308 nœuds. Voilà, 1 G. C'est parti. On part en virage, 60 degrés d'inclinaison. Ce qu'on entend, c'est la fréquence du bateau. Donc il y a d'autres avions qui sont en train d'essayer d'apponter. Ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. On avait un cap quasiment 0,20, donc on va venir chercher un cap 200, je pense. Voilà, on vient chercher un cap 205. Ok. Ça, c'est ce qu'on appelle le e-bracket. Ça vous donne une idée de votre incidence. Et il faut, je vais vous montrer bien aligné. On est à 2 nautiques 4 du porte-avions. Vitesse en décélération. Je dois être en train de configurer l'avion. Et je suis gentiment en train de me rapprocher de la position médiane du e-bracket qui est
Ce qu'on veut pour être à la bonne incidence, on vient chercher de mémoire autour des 16 units. Alors c'est pas vraiment des degrés, c'est des références. Voilà, donc ce qu'on veut en fait, c'est ce vecteur vitesse qui vous donne un peu votre tendance. On veut venir l'aligner avec le milieu du e-bracket, c'est-à-dire que vous êtes à la bonne incidence pour apponter. Je suis descendu, on est aux alentours des 600 pieds, et je vais venir me mettre travers le porte-avions, et on va être travers aux alentours des 1 nautique, 1 nautique 2. Sur Rafale, on a bien 0.9 à 1 nautique. Là, ce qu'on entend, c'est la fréquence des officiers d'appontage. Donc voilà, 1 nautique. Voilà, 1 nautique, c'est normalement c'est by the book, c'est 1 nautique. Là, je pars en virage. On a parlé tout à l'heure de à peu près 28 degrés, donc c'est ça. Ce qui est important, c'est de bien rester on speed. Je descends un petit peu trop. Là, ce qu'on voit ici, c'est la traînée du bateau qui avance beaucoup. Il n'y avait pas beaucoup de vent en mer. Donc c'est le bateau qui avance, donc on voit son sillage. Ça, c'est moi. On m'a demandé mon nom. Donc j'ai répondu et je suis Golf 8. C'est mon indicatif. Ça, c'est la radiosonde qui vient nous aider, censé nous rappeler qu'on est au point 45. Là, c'est des indicateurs, c'est ce qu'on appelle cage, uncage, c'est votre vecteur vitesse, ça. Soit il reste bien au milieu, soit il vous montre où vous allez fonction du vent. Donc c'est un choix de le centrer ou de laisser subir le vent. Alors là, on voit bien le bateau. Je viens de faire mon annonce miroir. Le miroir est ici. Et l'ISOA, pour l'instant, ne me parle pas, ce qui est plutôt bon signe. Donc là, c'était un touch and go. J'ai touché, ils m'ont rien dit. C'est tant mieux. On sort de pont. Il y a un avion qui vient de recevoir l'ordre de se dégager, de retourner à terre. Je suis remonté. Et là, je viens faire un petit virage par la droite pour bien me mettre parallèle au bateau parce que vous savez, il y a 8 degrés de différence entre la piste et où est le bateau. Et on a vu pourquoi en finale. Pourquoi? Parce qu'il y avait des avions au catapultage, il y avait des avions qui étaient stockés devant. Le fait d'avoir une piste oblique, ça nous permet d'avoir des avions de chasse qui n'arrivent pas à apponter, qui repartent pour un tour, tout en ayant des avions au catapultage stockés sur l'avant. Donc je viens reprendre mes paramètres, je viens reprendre mon incidence et je suis reparti pour faire mon circuit. Là, je m'attends intellectuellement à refaire un deuxième touch and go. C'est parti, mon kiki. Un touch and go, et bam. Il y aura un petit problème, j'ai plus d'essence, non, ça va. Ils prennent pas le risque. Donc j'ai reçu l'ordre de mettre la crosse en bas. Le porte-avions toujours bien, et je me chie dessus. J'ai une poulie un peu basse encore, il faut faire gaffe. C'était pas beau. Donc là, j'ai mis ce qui s'appelle le hot mic. Donc ça me permet d'entendre la respiration et ça permet à la cassette de tout enregistrer. C'est quelque chose qu'on fait que si on veut tout enregistrer. Je me suis dit c'est le premier appontage, autant tout enregistrer et essayer de partager mon retour de sensation. Là, je viens de faire la checklist. Donc, je vais vérifier que la crosse était en bas. Je vais vérifier mon fuel, toutes ces choses-là. Donc, c'est des checklists qu'on apprend par cœur. Dans la version ligne, vous avez votre checklist papier à suivre. Dans la version de chasse, on a tendance à connaître nos checklists par cœur. Parce que si vous êtes en finale section, par exemple, que vous êtes l'équipier, vous allez devoir tenir votre patrouille jusqu'à la fin. Et vous ne pouvez pas vous permettre de sortir une checklist papier. Donc, dans la version de chasse, attendez-vous à connaître toutes vos checklists par cœur. Alors, sur Monoplace, on a différentes écoles. On a les personnes qui se parlent à elles-mêmes, les personnes qui se parlent dans leur tête, les personnes qui ne disent rien. Chacun son école. Moi, je sais que j'aimais bien parler à voix haute. C'est l'avantage d'être tout seul dans son avion, mais c'est propre à chacun. C'est propre également à la charge de travail et à la solitude du moment. Talking to me? Well, then who the hell else are you talking? Talking to me? Donc là, je suis un petit peu plus large que tout à l'heure. On voit au niveau de la distance stackant. Je suis un peu plus éloigné du coup du bateau que tout à l'heure, mais c'est dans la norme complètement.
Ouais, donc là, j'ai analysé, j'ai été un peu trop loin. On est constamment dans cette recherche d'auto-analyse pour s'améliorer d'une passe à l'autre et jamais refaire deux fois les mêmes erreurs. Là, je me répète dans ma tête l'annonce radio parce qu'étant jeune pilote, les annonces à la radio, c'est quelque chose d'extrêmement prenant d'un point de vue intellectuel. Vous n'avez pas droit à l'erreur quand vous faites une annonce radio. Donc, on a tendance à se répéter ce qu'on va dire à la radio avant, une sorte d'auto-briefing avant, ce qui nous permet de communiquer de manière efficace et professionnelle. La radiosonde qui a été réglée à 350 pieds, donc au point 45, qui encore une fois est là pour nous rappeler, attention, tu te rapproches de l'eau, tu devrais commencer à voir le miroir, sinon il y a des choses à faire comme arrêter de descendre. C'est fait exprès que ça sonne pour nous sortir éventuellement d'une tunnelisation mentale, d'une certaine torpeur ou d'un certain manque de recul, et c'est pour ça que ça sonne et c'est censé nous aider à prendre de bonnes décisions. Après, c'est comme des alertes de décrochage ou autre, en fonction de votre saturation intellectuelle, vous l'entendez ou pas. Le cas du Rio-Paris est intéressant, ils n'ont jamais relevé qu'il y avait l'alarme de décrochage, mais c'est un autre sujet. Là, vous entendez bien la respiration que je suis pas serein. Je sortais tout juste des championnats du monde de duathlon auquel j'avais participé moins de 2 mois avant. Donc physiquement, j'étais en forme et pourtant, vous voyez, je respire beaucoup. Hein. Donc là, je viens de faire mon annonce miroir. Le miroir est très bien placé pour une début de groove, comme on appelle. J'ai 122 nœuds, on est à 200 pieds. Là, tout va bien. Le miroir est ce qu'on appelle juste légèrement au-dessus. Là, il vient de descendre un tout petit peu. Mais bien pour l'instant, on est pas mal du tout. Et là, il commence à s'enfoncer. Là, il commence à s'enfoncer. Oui, j'ai perdu un petit peu de vitesse. Et donc là, voilà, je manque clairement de puissance et l'avion est en train de s'enfoncer. Donc là, j'ai eu 2 calls de power. Clairement, petite montée en incidence et manque de puissance. Donc là, je viens de me faire pourrir. Power back on. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, j'ai l'impression d'avoir mis plein gaz. On aurait pu me torturer, j'étais persuadé de l'avoir fait, mais apparemment non. Donc du coup, on me dit remets la puissance, remets la puissance. Parce que si j'accroche pas le brin, mon moteur au son, ils entendent clairement qu'il ne donne pas 100% de la puissance. Donc j'ai fait ce qu'on appelle proche d'une cut pass. Une cut pass, quand vous vous posez, que vous ne mettez pas plein gaz. Donc c'est un des meilleurs moyens de se faire remercier par la marine et se retrouver dans l'armée de l'air. Donc là, en gros, j'ai dû mettre dans les 80% au lieu de mettre dans les 100%. Donc voilà, c'est mon premier appontage. Derrière, qu'est-ce qui se passe? Derrière, une fois que vous êtes posé sur le pont d'envol, eh bien, vous êtes retiré un petit peu par le brin, vous reculez, vous relevez votre crosse. À partir de là, vous regardez dehors, vous voyez les chiens jaunes, le personnel de pont qui vous guide et qui va vous donner des ordres pour sortir le plus rapidement possible de cette zone parce qu'il y a d'autres avions qui arrivent derrière. Il y a un rythme d'appontage qui est assez soutenu, surtout en qualification. Comme en temps normal, il y a beaucoup d'avions dans le circuit. Donc là, on vient vous balader pour venir vous parquer afin soit de refaire le plein, soit d'arrêter là pour la journée et puis vous reprenez le lendemain. Donc là, on m'a fait avancer. Vous voyez, on voit, là, c'est un Seahawk, un hélicoptère de la marine américaine. On voit le personnel de pont. Et là, donc, on est aux ordres du chien jaune. Alors, c'est tout par geste, hein, pour venir se garer de la manière la plus efficace possible. Ce qui est intéressant, vous voyez, c'est que je suis à 0,2 nautique du TACAN. Pourquoi? Parce que j'ai beau être sur le porte-avions, l'antenne TACAN, l'émetteur TACAN, c'est un gros bateau, hein, il fait plus de 300 mètres, et bien n'est pas à l'endroit exact où je suis. Donc vous pouvez être sur le bateau et pourtant votre distance TACAN n'est pas de 0. Là on vient de voir passer un avion en finale, donc c'est important justement de libérer la place. Et là ils sont en train de bouger des avions, alors qu'un avion est en train d'apponter, ils vont en faire partir un autre. Donc il y a toute une gestion du pont qui a lieu par le personnel de pont qui reste pendant des heures et des heures au vent, des fois à la pluie, au froid. Vraiment pas un métier facile. Et là, ce qui va être intéressant, c'est qu'ils sont en train de me garer, et vous allez voir, on va me parler.
Goldfight, c'est moi, donc il m'appelle. Hey buddy, I need you to come all the way up to the tower every time you touch down, remember there's no full stops on the carrier, except for keyboard same routine every time again. I need you to do that on me again. Donc là, le bruit qu'on entend, c'est effectivement un bruit qu'on a dans le casque de manière permanente, c'est une interférence à cause, on va dire, du niveau électromagnétique du porte-avions vis-à-vis du T-45, ce jour-là, il n'aimait pas. Là, c'est l'officier d'appontage qui m'a débriefé ma passe et qui m'a dit « Hey copain, hey buddy, rappelle-toi, quand on se pose sur le porte-avions, il faut que tu mettes plein gaz. À chaque fois qu'on se pose, c'est on rentre les aérofreins, on met plein gaz. » Et là, derrière, il me dit que je ne peux plus lui refaire. C'est-à-dire que c'est une fois et une seule, et que si je recommence ça, en gros, ma carrière dans la marine est finie. On peut tromper 1000 fois une personne, mais on ne peut pas tromper... Non. Il vient me l'amener gentiment, mais il me débriefe de manière claire, et il me passe le message, parce que derrière, on va me recatapulter, et je vais re-apponter. Il prend le temps de me débriefer de manière assez humaine. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il me débriefe alors que je suis toujours en train de rouler. C'est comme ça, il faut s'adapter. Donc ça, c'est mon premier appontage. La qualif derrière, c'est quand même très bien passé, ce qui m'a permis d'être qualifié à l'appontage sur T-45. Mais voilà, l'importance de séquencer, de compartimenter. Donc là, clairement, je venais de faire quelque chose de vraiment pas bien du tout. Et il fallait le mettre de côté pour progresser. This is normal. AT. Is right here. Point intéressant que je voudrais partager avec vous, vous savez, moi je suis à fond sur le débriefing. J'ai 3 trous de mémoire dans ma vie qui durent à peu près 5 à 10 secondes à chaque fois. C'est mes 3 premiers appontages. Donc les grooves, ce que vous avez vu, la partie finale, quand je remets les ailes à plat face au bateau, eh bien je ne m'en rappelais pas une fois posé sur le pont. Je ne m'en rappelle toujours pas. Et les 3 premiers appontages, j'étais tellement en pression que j'étais incapable de me débriefer mais la qualité de ma passe après. Parce que mon niveau de stress, mon niveau de concentration était tel que derrière, c'était le poisson rouge. Non, je ne me rappelais pas du tout. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, on peut faire des erreurs et ce qui est important, c'est de les faire qu'une seule fois, de s'améliorer. C'est vraiment vital, très important. J'espère que ce petit partage vous a plu. Je vous ferai, comme je vous ai promis, d'autres vidéos de manière plus précise. Là, l'idée, c'était de vous montrer ça pour fêter les 30 000 followers. Merci à tous, à très bientôt. J'ai un petit planning de publication que je vais vous partager un petit peu. Alors, qu'est-ce que j'ai prévu? Donc pour aujourd'hui, on a ça. Ensuite, demain, je vais vous sortir une petite vidéo, initialement en français puis en anglais derrière, pour expliquer un petit peu la chaîne et la ligne éditoriale qu'on va prendre pour les mois qui viennent. Ensuite, mardi, j'ai prévu de faire une vidéo sur la centrifugeuse, la version française, la fameuse tant attendue. Derrière, mercredi, jeudi, je vais vous faire... essayer de vous faire un petit montage qui parle un petit peu de l'exponentialité. Mardi, je suis sur Lyon pour une conférence, donc je vais voir si je peux prendre quelques petites images, tout ça, et vous parler de thèmes qui me sont un peu chers et qui font du sens en ce moment. Vendredi, samedi prochain, eh bien, on va faire un petit peu de tuto et d'explications autour du vol en formation avant, dimanche, de faire la version française de l'appontage que vous avez en version anglaise, l'appontage en super étendard. Voilà, allez, excellent week-end à vous. J'espère qu'il fait meilleur qu'ici, vous avez peut-être entendu, il y a de l'orage, donc je ne vais pas faire de footing de suite. Allez, fly safe.